Bonjour Floriane, bienvenue à cette discussion. Bonjour Marielle. Tu es conservatrice au musée d'ethnographie de Genève, le MEG. Dis-nous-en un peu plus sur ce que tu fais au musée. Alors je suis, oui, conservatrice des collections Afrique au musée d'ethnographie de Genève, qu'on appelle le MEG, voilà, aujourd'hui. Et mon métier, c'est vraiment de prendre soin des collections, c'est-à-dire de les documenter, de retrouver leur histoire et de faire en sorte que toutes les personnes qui pourraient avoir envie d'avoir des renseignements sur elles, de les voir, de mieux les comprendre, puissent le faire. Ok. Donc on a vu un film qui abordait la question de la restitution de ces objets ou de ces pièces. Moi je me demandais, donc le MEG possède une collection de pièces Oui. Qui sont originaires du continent africain. Combien il y a de pièces à peu près au musée? Alors pour le continent africain, le MEG conserve environ 17 000 objets, un peu moins de 17 000 objets, 16 600 quelque chose. Okay. Voilà. Et puis aussi des photographies qui font partie de notre collection. Ok. Et puis comment est-ce que ces pièces ont été acquises? Elles ont... Peut-être quand aussi? Oui, alors ça c'est une longue histoire. En fait, le musée d'ethnographie de Genève n'a pas toujours existé, mais il s'est construit à partir des collections d'autres musées beaucoup plus anciens qui existaient à Genève au XIXe siècle et qui conservaient dans leur collection des objets venant d'Afrique et d'ailleurs dans le monde. On les considérait comme des objets exotiques il y a très longtemps au XIXe siècle. Et ces pièces ont toutes été rassemblées dans une seule et même institution qu'on a appelée le musée d'ethnographie et qui est devenu vraiment un musée en 1901, au tout début du XXe siècle. Voilà. Donc ces pièces, elles ont été rapportées dès le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, par des explorateurs, des missionnaires, c'est-à-dire des personnes qui allaient à travers le monde tenter de convertir au christianisme des populations dont ce n'était pas la religion, des militaires qui travaillaient pour le compte des puissances coloniales et donc pas la Suisse, mais la France souvent, et puis des planteurs, c'est-à-dire des personnes qui exploitaient économiquement des terres ailleurs dans le monde. Voilà, donc il y en a d'autres encore, d'autres types d'acquisitions. Ça, c'est les acquisitions du XIXe siècle et c'est le socle des collections du musée. Okay. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler quand même de personnes d'origine suissesse, oui, qui sont allées en fait dans ces pays, soit en tant que missionnaires, totalement, voilà, planteurs, ou par le biais de, j'imagine, la France quand elle colonisait. Exactement, ce sont des personnes qui étaient des militaires, des missionnaires, des exploitants économiques et qui rapportaient de leur voyage à la fois des objets qui pouvaient être des objets de tous les jours, des instruments servant à la vie quotidienne, mais aussi des objets religieux, des religions qui étaient considérées comme païennes, voilà, par les Suisses. Et puis, ces personnes avaient aussi souvent des spécimens d'histoire naturelle, donc des animaux empaillés à rapporter dans les musées d'histoire naturelle. Donc voilà, c'était des collections assez vastes finalement. Ouais. Et si on parle de ces collections et de ces objets, comment est-ce que vous les définissez? On voit dans le film quand même que parfois ils parlent d'œuvres d'art même. Quel statut vous leur donnez, vous, au musée d'ethno? Alors, les collections sont tellement diversifiées, tellement... comment dire? Ce sont des objets religieux, souvent. Ce sont des objets qui sont liés au pouvoir politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'une personne, par son costume ou les objets qu'il a autour de lui, présente son statut. Donc, lorsqu'on est noble, lorsqu'on est chef, on n'a pas le même accoutrement qu'une personne qui serait seulement un agriculteur, par exemple. Donc ça, ce sont les insignes de pouvoir, on dirait. Ensuite, il y a les objets du quotidien, donc tout ce qui raconte la vie des gens partout dans le monde, et en Afrique pour ce qui me concerne. Et puis on a aussi des œuvres, c'est-à-dire des tableaux, des sculptures qui ont été signés par des personnes et qui sont donc
ce qu'on pourrait définir, nous, Européens, comme des œuvres d'un artiste tel qu'on peut, autour de nous, le comprendre aussi. Voilà. Ok. Donc, on ne parle pas spécifiquement de pièces d'art, vous parlez vraiment d'objets? Non, on parle de pièces en général parce que ça peut recouvrir de multiples définitions, c'est vrai. Oui. Merci. Donc, on voit quand même que la Suisse a un lien avec le colonialisme, quand même, vu que c'est à la même période un petit peu que, comme on voit dans le film, on parle de pillage colonial de toutes ces pièces et de tous ces objets. On voit que la Suisse, finalement, ça s'est fait au même moment. Enfin, ça a été comme un mouvement européen lié à la colonisation. Est-ce que vous parleriez-vous, dans l'acquisition de ces objets, de pillage colonial à proprement parler? Alors, comme la Suisse n'est pas un État impérialiste, c'est-à-dire que politiquement parlant, la Suisse n'est pas allée envahir une autre région du monde pour imposer son pouvoir politique et économique, la chose est un petit peu plus subtile. La Suisse a totalement profité du contexte colonial pour s'enrichir, et donc les objets sont arrivés par les mêmes canaux. C'est-à-dire que lorsque l'Europe était en plein marché colonial et que les objets ethnographiques étaient présentés pour la vente, les musées suisses en ont acquis. Lorsque la Suisse a pu envoyer des missionnaires en Afrique pour christianiser le continent, en tout cas dans certaines régions c'était extrêmement fort cette présence suisse, les missionnaires ont rapporté des objets dans les musées. Donc évidemment que la Suisse est profondément ancrée dans ce contexte colonial et les musées suisses sont remplis d'objets coloniaux. Donc le terme de pillage est très fort, mais on pourrait aussi considérer qu'il est associé à des pratiques militaires, donc ce que la Suisse, elle, n'a pas fait. Voilà. Par contre, au musée d'ethnographie de Genève, par exemple, il y a des objets qui ont été achetés sur le marché de l'art dans la première moitié du XXe siècle et qui sont issus de pillages militaires. Mais voilà, le musée les a acquis après sur le marché de l'art. N'empêche que leur histoire, c'est celle d'un pillage militaire. Voilà. Et là, on voit bien la problématique qui est soulevée dans le film, c'est qu'il y a en fait un pillage militaire, comme vous le dites. Durant la colonisation, la Suisse a aussi un peu, en guillemets, profité de cette période-là. Et qu'en fait, maintenant, quand même, pas mal d'années après, il y a la problématique de ces objets qui sont là, qui se vendent aussi sur différents marchés de l'art, donc qui permettent des acquisitions peut-être même à des privés ou à d'autres musées. Et puis quand même, le noyau de ce film, c'est la restitution de ces œuvres. Et ça fait un peu débat, ou en tout cas, c'est une problématique très actuelle, surtout depuis que Macron a dit, c'est en 2017, sauf erreur, il faut rendre ces objets au Bénin. Un peu comme ça sorti. Et au musée d'ethno de Genève, est-ce qu'il y a cette problématique aussi de la restitution? Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe? Est-ce qu'il y a eu des restitutions ou pas? Et est-ce que c'est une démarche ou une discussion à venir? Alors, c'est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations, évidemment, mais qui n'est pas dans une actualité au quotidien, parce que le musée n'a jamais reçu de demande de restitution, à part celle d'une tête maori, mais on pourra en discuter une autre fois autrement. Mais le musée a rendu un objet dans son histoire qui était une tête de chef maori. Donc ce sont ces têtes tatouées qui ont été récupérées par la Nouvelle-Zélande partout dans le monde, puisque ce sont quand même ce sont des restes humains et en plus un héritage ancestral majeur. Et donc le musée a pu simplement restituer cet objet et le musée accueillera toute demande de restitution de la part d'un État ou d'une communauté. Ça, c'est absolument pas un problème. Ensuite, le musée est proactif dans le sens que nous, notre travail, c'est de documenter toutes les pièces et d'abord celles qui sont problématiques, c'est-à-dire celles qui comportent des restes humains, celles qui sont des pièces religieuses, qui pourraient être encore aujourd'hui considérées par des communautés comme l'ancêtre lui-même, en tout cas un des objets habités. Pour toutes ces pièces-là, notre travail, c'est de chercher à réécrire leur histoire, leur biographie, pour qu'elles soient accessibles.
Donc, si un État ou une communauté a besoin de chercher partout dans le monde des objets qui sont importants et qu'on leur a enlevés, il faut qu'ils puissent les trouver. Donc, nous, on doit apporter les réponses aux questions qui ne nous sont pas encore posées, finalement. Ouais. Et ça, c'est notre premier travail. Ensuite, créer des dialogues avec tous les pays ou les communautés qui aimeraient avoir accès à ces objets. Et ensuite, en effet, pratiquer des restitutions simplement quand c'est le moment et quand c'est cohérent. Mais il n'y a pas il n'y aurait pas de notre part comment dire, de contrat, de restrictions, voilà. En Suisse, on est beaucoup plus libre qu'en France aussi par rapport à ces restitutions. Oui, c'est la question que j'allais y venir. J'ai pu m'entretenir avec le collectif Afro-Suisse, par exemple, avant notre entretien. Et eux avaient le parti pris de dire toutes les pièces qui appartiennent au continent africain ou qui ont été, on va dire, prises du continent africain devraient être restituées. Donc, en tout cas, un avis assez fort. Et on voit que vous nuancez déjà en disant il faut qu'il y ait une demande. J'imagine bien que d'envoyer ces 17 000 pièces partout où elles seraient originaires, autant soit-il, j'imagine que vous, dans votre travail, c'est aussi de savoir d'où elles viennent ces pièces. Est-ce qu'on sait exactement d'où viennent chacune des pièces du musée? On sait pas, non, on peut pas dire ça comme ça. Okay. Souvent, on a une information qui peut être de très, très, très précise. C'est-à-dire qu'on a toute l'histoire de l'objet, de la personne qui l'a créé à la personne qui l'a acquise en Afrique, mal acquise, jusqu'à son arrivée au musée. Puis parfois, on n'a rien. Donc ça, ce sont des enquêtes quasiment policières qu'on doit mener pour retrouver l'histoire de ces objets. Parfois, c'est possible, parfois, c'est impossible. Par contre, souvent, on arrive quand même avec l'apparence de cet objet à déterminer d'où il vient. Ça, voilà. Il faudrait vraiment que ce soit un tesson de céramique rouge pour que je puisse vous dire, ah ben là, je ne sais pas. Mais sinon, habituellement, la forme, l'apparence d'un objet peut déterminer sa provenance, géographique en tout cas. Et après, c'est vrai que les personnes qui sont afro-descendantes, qui sont issues des diasporas et qui donc vivent en Europe et ont accès au musée, ont souvent comment dire, une réaction très forte et trouvent ces endroits extrêmement violents. Parce que c'est vrai que de voir des objets importants pour sa culture derrière une vitre avec un petit cartel expliquant vaguement d'où il vient, c'est quelque chose d'extrêmement violent et qui fait mal, je veux dire. Donc nous, c'est aussi notre travail de transformer tout ça et de faire de nos musées des lieux qui soient des lieux d'échange où on peut entrer sans se sentir agressé par ça, je pense que c'est important. Mais du coup, là, la dimension de restituer toutes les œuvres, parce qu'il y a comme... Dans le film, moi, j'ai ressenti un petit peu ça, de se dire, mais en fait, si les musées français sont vidés de leurs organes, enfin voilà, c'est un peu quelle est la raison d'être des musées. Et en même temps, on entend quand même d'un côté, en fait, même j'imagine les États africains qui diraient, mais en fait, on veut pas toutes les œuvres, on en veut des emblématiques parce que ça fait référence à telle dynastie, etc. Je pense que c'est important que les cultures ou les États qui doivent reprendre un patrimoine qui leur a été arraché et qui raconte leur histoire, ou qui pourrait encore être actif, c'est-à-dire que des objets pourraient encore avoir un rôle religieux ou un rôle symbolique extrêmement fort, devraient évidemment rentrer chez eux. Ça, c'est extrêmement cohérent. Comme l'exemple de Gou, par exemple. Alors, Gou, c'est l'exemple absolu. Par exemple, on a aussi au Nigeria, parce qu'on parle beaucoup de la France et du Bénin, mais il y a aussi au Nigeria un autre cas de restitution très important qui est celui des bronzes de Bénin. Alors là, on parle de Bénin, le royaume de Bénin au Nigeria, c'est une autre région d'Afrique. Et là, dans tous les musées européens, il y a des grandes défenses en ivoire d'éléphants qui sont entièrement sculptées. En fait, ces défenses sont l'histoire du royaume de Bénin racontée. Et c'est comme si nous avait enlevé en Suisse, en Europe, toute notre histoire, en fait. Tous nos livres d'histoire, mais eux, ce sont sur ces défenses qu'elle est racontée cette histoire. Et ces défenses, elles ont été pillées par les troupes anglaises à la fin du 19e siècle. Et elles ont été éparpillées dans toute l'Europe. Au Meg, il y en a une qu'on peut venir voir, elle est en exposition.
Et aujourd'hui, les musées suisses sont en train de travailler tous ensemble pour que ce patrimoine soit à nouveau accessible aux Nigérians et qu'on puisse commencer un dialogue pour que peut-être, en effet, dans le futur, ces objets retournent aux Nigérians. Et plutôt qu'imaginer un retour, parce qu'il y a cette crainte, j'imagine peut-être aussi de votre part en tant que conservatrice, de dire mais ils n'ont pas les moyens, les musées sont pas bien construits, etc. pour conserver ces œuvres. Alors aujourd'hui, c'est totalement absurde parce que les pays d'Afrique qui ont cette ambition patrimoniale construisent des musées. Se donnent les moyens de... Totalement. Et alors, on a vu dans le film le musée de Dakar, mais au Nigeria, il y a ce grand projet de musée aussi à Benin City, je vous en parlais justement, qui va être construit pour accueillir tout ce patrimoine qui aujourd'hui est en Europe, mais qui devrait être au Royaume de Bénin. Et puis en Afrique de l'Est, il y a des grands musées. En Afrique du Sud, il y a des grands musées. Au Mali, il y a des musées. En fait, les musées existent en Afrique depuis extrêmement longtemps. Et même, je dirais que les Africains n'ont pas attendu que l'Europe leur explique ce qu'est un musée pour en construire des lieux patrimoniaux. Dans les chefferies, du Cameroun, il y en a toujours eu. Les rois africains sont des mécènes. Ont permis à des artistes d'exprimer leur art à la gloire des royaumes, et les objets sont préservés de génération en génération. Donc, cette notion de patrimoine, elle est tout autant africaine qu'européenne. Il n'y a rien à expliquer. On peut voir peut-être aussi une prolongation de cet esprit colonialiste et toujours de cette suprématie voilà, l'Occident, de l'Europe qui dit non, mais nous, on sait mieux s'occuper de ces œuvres. Alors, c'est totalement faux. On s'en occupe différemment, clairement. Mais après, il faut savoir, comment dire, entre des objets religieux qui pourraient être investis pendant un moment donné d'un esprit, d'un ancêtre, d'une force, il est tout à fait possible qu'un objet qui est passé en Occident la moitié de sa vie d'objet soit déchargé de cette force et donc n'ait plus d'intérêt pour les personnes qui, ailleurs en Afrique, à un autre temps, l'auraient protégé. Et donc cet objet pourrait être juste détruit pour eux aujourd'hui parce qu'il n'est plus chargé de quoi que ce soit. Il y a d'autres objets qui font partie d'un patrimoine qui doit résister au temps parce qu'il raconte une histoire qui dépasse ça. Donc c'est tout en nuance, je veux dire, quelle que soit la... Et puis l'Afrique, c'est un continent, donc les cultures, elles sont toutes différentes. Et puis il faudrait à chaque fois discuter, entrer en dialogue au cas par cas avec des représentants de chacune des cultures concernées par les objets des musées et voir qu'est-ce qui leur convient le mieux finalement. Est-ce qu'ils veulent que ces objets soient des ambassadeurs de leur culture en Europe? Parce que c'est ça aussi. Est-ce que c'est une solution finalement? Est-ce qu'ils veulent que ces objets rentrent parce qu'ils leur manquent clairement et que les jeunes générations n'y ont pas accès ou alors virtuellement, ce qui est assez absurde. Ça sert à rien d'avoir des objets dans des vitrines en Europe quand on est dans une ville en Afrique et qu'on ne peut pas voyager. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques-là qu'il faut prendre en compte. Et nous, c'est notre travail de le faire. Donc, je voulais juste terminer encore avec un dernier point, si j'ose. C'était aussi une suggestion, mais je crois que vous le faites déjà un petit peu du collectif Afro-Suisse aussi, qui est en fait de pouvoir éduquer aussi les jeunes chez nous et les Suisses et les Suissesses qui vivons ici du passé colonial de Genève en particulier. Peut-être juste rapidement un petit peu qu'est-ce que fait le musée dans ce sens-là au niveau pédagogique. C'est aussi notre ambition et nos collections nous permettent de raconter cette histoire entre guillemets en 3D puisque ce sont les objets qui parlent. Et donc on est en train de participer à des projets de visite décoloniale de Genève et donc du musée. Et le musée, lui, est entré depuis 1 an et demi déjà dans ce qu'on appelle un plan stratégique, mais disons que dans une nouvelle ambition qui s'appelle, très ambitieuse, décoloniser les collections, c'est-à-dire repenser toutes nos pratiques muséales pour justement que cette histoire coloniale soit au cœur de tout ce qu'on fait et que le dialogue soit aussi la grande priorité finalement. Donc tout ce qu'on va faire à partir d'avant-hier est en lien avec cette prise de conscience et puis cette éducation de nous d'abord et aussi de tous les citoyens qui sont intéressés par la question de cette histoire coloniale qu'il faut absolument
rendre totalement transparente. Ouais, qu'il faut remettre un petit peu au milieu. Totalement, oui. Ouais. Merci beaucoup, Floriane. Avec plaisir.